Yaorana, Yaorana et Maeva. Bienvenue dans ce podcast dédié à la Polynésie. Alors la Polynésie en un podcast, c'est une mission impossible. On voit Tom Cruise ou Phelps. Comment donner un message sans qu'il s'autodétruise et qu'il construise ce lien fort à celle qu'on appelle le Fénois. Fénois, c'est la douceur de l'île dès qu'on ouvre la porte de l'avion et qu'on sent son énergie venir, son parfum. C'est le bleu, qu'il soit bleu du ciel en plein jour ou bleu du ciel en pleine nuit, parce qu'on peut arriver en Polynésie de nuit comme de jour, au petit matin le plus souvent. C'est découvrir cette immensité, une nature musée, une nature vivante, une nature éternelle, et c'est savoir qu'on est chez soi. Piqué par un moustique, piqué par le tiaré, piqué par cette île qui vit en nous tous. La Polynésie est au milieu de l'océan Pacifique qui constitue la grande majorité de l'eau de notre planète Terre. Je dirais même plus, elle est nos 70% d'eau, une eau inconsciente qui souhaite être pacifique, cette paix. Pourtant, quand on regarde l'océan au loin, on voit qu'il s'éclate contre les récifs. Il est rempli de dangers, les vagues scélérates, les animaux croqueurs d'hommes, piqueurs aussi. Plonger dans les eaux de la Polynésie, c'est plonger dans ses mystères, ses mémoires, ses tupuna. C'est accepter une reliance fondamentale à un univers qui nous dépasse, qui nous entoure. Et arriver en Polynésie, c'est comprendre cet univers qui nous entoure. Peut-être pas le comprendre, au moins le ressentir. Dès qu'on arrive, qu'on pose les pieds sur le tarmac, on espère que ça restera toujours comme ça. Car dans de nombreux pays où j'ai pu voyager, on a posé le pied sur le tarmac. Et les mouvements, les voyages ont fait que peu à peu, on a posé le pied dans ce tube qui nous conduit vers la sortie. Après tout, peu importe. Même si on ne pose plus le pied sur ce tarmac, on pose le pied sur le sol polynésien. Et on entend déjà la musique qui nous accueille. Le son des ukulélés, le son des guitares, le son des guides invisibles qui sont déjà là, toujours là. Le son des sourires des personnes qui vont nous accueillir. La Polynésie, c'est un appel. En devenant médium, en devenant chaman, en devenant perceptif, ou plutôt en accueillant ces perceptions, j'ai appris combien la Polynésie vit en nous, quelle que soit notre origine. D'ailleurs, on le dit poly, ce qui est multiple, et nési, nésiane, ce qui naît dans l'âge du temps. Nous avons tous une part en nous de cette Polynésie. Bien sûr, nous pouvons avoir des parts en nous d'autres pays. Ce voyage manaïfique choisit de vous emmener en terre de Tahiti, de Bora Bora, de Raiatea, de Nukuiva, de Rapa. Tant de noms. Il y en a 119 de noms d'îles. On ne va pas les énumérer. Et pourtant, on pourrait les énumérer. Elles s'énumèrent dans votre tête quand je vous connecte à ce mot, à ces mots. Je voudrais maintenant vous raconter mon anecdote de vie avec la Polynésie. J'ai toujours capté, toujours eu une hypersensibilité, toujours vu des choses que je pensais réelles qui étaient en fait invisibles. Et j'ai toujours eu ce son. Alors pour moi, le premier qui se rapproche de ce son, c'est les Beach Boys, Good Vibration, que j'entends quand j'ai 6, 7 ans, 8 ans,
avec un canal aussi banal et populaire que Disney Channel. Je vois Dingo, plutôt, qui danse, Devaney qui danse. Et là, j'ai une image dans ma tête. Ce sont les eaux du lagon de Bora Bora. Je ne sais pas encore à l'époque que ce sont ces eaux-là. Je le comprendrai en allant à Bora Bora, où je vais d'ailleurs très vite, dès le début de mon voyage en Polynésie et sur un hasard complètement total. Bora Bora, en Polynésie, on dit que c'est Pora Pora, la première née. Elle a des énergies de princesse, elle a des énergies de mémoire, elle a 1001 nuances de turquoise. Le turquoise, c'est la paix, c'est la parole, c'est la connexion profonde et sereine. Quand j'ai 7 ans, que je vois s'évainer et que je capte sans comprendre ces eaux turquoises, je sais que je suis appelée par un ailleurs. Il va très vite se relier à un autre ailleurs, celui des Moai, de l'Ulupac, celui du désert de l'Atacama, du Chili, celui de Santiago, du Chili. Là encore, je ne le comprendrai que quand j'irai la première fois à Santiago de Chile. Il y a quelque chose de fort qui se joue en moi quand je me connecte au Chili. Et en fait, je me connecte au Tangata Manu, qui est une autre pratique rituelle ancienne, polynésienne, au sens l'ensemble des îles et des rites qui unissent le Pacifique, et pas cette division que l'on a fait entre Hawaï, la Nouvelle-Zélande, l'île de Pâques, les Tonga, les Fidji. C'est un même espace à l'époque, dont l'eau, le moana, l'océan, et le lien, le liant. Et le Tangata Manu célèbre la capacité d'une personne qui chaque année va aller chercher l'œuf sacré, symbolique de l'union entre l'homme et la femme, symbolique de l'union entre l'être humain et l'être invisible et les êtres animaux, puisque cet œuf est un œuf de sterne qui reconnecte à la naissance, à l'origine. Sans le savoir, à 7 ans, 8 ans, 9 ans, je me reconnecte à cette origine pour accueillir cette petite voix qui me dit déjà que je vais être appelée par cet espace, par cette île qui devient Tahiti peu à peu. Je dessine des vainés à ma grand-mère, un des rares dessins qu'il reste. Et personne ne comprend quand on le retrouve comment j'ai pu trouver ces vainés. Bien sûr, il y a l'influence du média, de la télévision, qui est à la fois révélatrice, mais aussi enfermatrice, dessinatrice. Quand on regarde ce dessin, il y a 5 femmes qui dessinent un sourire et une invitation. Et déjà, je sais que j'irai à Tahiti. Ma vie de femme continue, je grandis. Et très vite, quand le Concorde fait la une, je me dis « Ah, j'irai à New York en Concorde ». Il s'avère que je travaille pour Air France et le Concorde se crache devant nous. Deuxième fois, nous savons qu'il est mort. Tué par son arrogance, tué par la politique, tué par un bout de métal sur le tarmac. À ce moment-là, je sais que j'irai à Tahiti avec mes miles. Peu après, je rencontre un homme qui sera la rencontre épistolaire qui me reliera à Jacques Brel, aux Marquises, à Oivaoa. Peu après, je découvre un restaurant polynésien à Paris et je goûte ce lait de coco comme si j'ai toujours connu ce goût. Et je sais, là encore, que j'irai en Polynésie. Je sais et je résiste. Je n'irai que quand je serai prête, car là-bas m'attend. Je l'espère à l'époque, quelqu'un, ce prince charmant, ce grand amour. Je me presse pas pour y aller pourtant, grand amour, hein, alors que j'attende 33 ans. Sacré nombre d'épreuves et de bottages de fesses par l'univers pour prendre mon billet d'avion, miles, gratuit, et enfin y aller à une période apocalyptique. Tout se déchaîne contre moi. Je perds un travail à cause d'un faussaire qui bien sûr sera
coupable. À l'époque, quand je prends mon avion pour Tahiti, je ne le sais pas encore. Je perds un ami, un amour, largué par texto, comme on dit. Magnifique. Je perds clairement mon mojo. Je casse beaucoup de choses. Je m'engueule avec mes parents. Rien n'est aligné. Rien ne se fait, sauf ce parcours, ce voyage qui m'attend. Je dirais même plus qui m'attend de pied ferme, avec une femme qui me fait confiance pour faire un reportage sur les femmes et l'eau en Polynésie. Et quand j'arrive, tout se déroule. La magie revient, l'amour revient, les rencontres, le succès se posent. Et je sais que je vais vivre en Polynésie. Quand j'y retourne enfin pour m'y installer, je passe 1 an et demi à m'interroger, à explorer le Ho'oponopono, le Huna, les Tahua, dont on ne dit pas le nom à l'époque. C'est un mot secret, c'est un mot tabou. On commence à dire le mana, puisqu'il s'avère que je rencontre une femme extraordinaire à ce moment-là, qui travaille sur le mana et va libérer, promouvoir une campagne de tourisme sur le mana. Et je vis ce mana. Je le vis aussi avec mes étudiants. Un point de rupture fait que je me retrouve à capter des énergies, à comprendre ce qu'est l'invisible que je refuse d'admettre. Le mana de la Polynésie, c'est cet accueil. Et il y aura forcément, si je peux me permettre, une forme de résistance dans l'esprit du sacré polynésien. Cette résistance, c'est les étapes du tapu, les marches du temple Marae que l'on va gravir, les tests, les épreuves qu'un Tahua va vous montrer pour voir votre résistance, pour comprendre votre capacité à justement capter ce qui est invisible dans sa richesse de signification et à capter et appliquer les lois qui gouvernent l'univers. Les lois dans la tradition polynésienne sont très claires. On peut les retrouver dans le Huna, on peut les retrouver dans de nombreux textes qui sont publiés en Nouvelle-Zélande. On peut le retrouver maintenant aussi à Tahiti, dans les traditions marquisiennes. Il est essentiel de comprendre que ces lois structurent une énergie, font pilier, font maison. Je me réfère à la légende marquisienne qui raconte la naissance des îles marquisiennes autour de la symbolique de la métaphore de la maison. On pourrait aussi se référer à la légende de Maui qui fait naître les îles de Nouvelle-Zélande, mais une légende qui va être similaire avec des légendes qui sont présentes à Tahiti, à Hawaï, aux Fidji, au Tonga. Toute cette émanation nous fait comprendre l'importance de la matière, de la structure communautaire qui est là pour nous dépasser et à laquelle nous devons nous fondre. Nous allons nous fondre. Et plus on se fond et se dissout dans le service de la maison, le service de la communauté, plus on est dans le mana polynésien, dans le mariage à l'énergie qui nous gouverne. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle nous veut fondamentalement du bien. Et je précise, vous l'entendez bien, mana polynésien. Si j'ai aussi appris quelque chose, c'est que le mana est un mot universel, probablement un des plus universels au monde, en tout cas selon ma perception, ce que je peux capter du monde. Il est présent alors pour moi de manière très importante dans la langue arabe, dans la langue basque, dans la langue sanskrit, dans de nombreux pays, la langue espagnole. Je pense à Mana Rayando del Sol, le groupe mexicain en vous le disant. Je vois Mana en Guyane. Ce mot est partout. Et s'il est unique, et qu'il a une vibration, une
même, je dirais, une même prononciation, il a sa diversité d'application, de matérialisation en fonction des pays et de ce que chaque pays, alors peut-être, on pourrait dire chaque tradition, chaque énergie, car les pays c'est arbitraire. Certains pays existent depuis 10 ans, sont dans le sud, d'autres existent depuis des millénaires comme l'Égypte. Donc les frontières évoluent, c'est ce que j'essaie de vous dire. Pourtant, il y a toujours cette énergie, cette culture, cette identité, cette tradition qui fait une croyance, une perception, une connaissance, sachant que cette connaissance est toujours en naissance, en évolution. Aussi le mana polynésien, je trouve, on m'a souvent dit, mais quelle est la spécificité du mana polynésien? C'est l'enseignement par le corps, par la matérialité, par le fait de faire. Et on ne peut faire que par le ressenti. Les piliers du chamanisme polynésien nous disent d'abord « fais-noi, tais-toi, ne dis rien, observe, écoute, connecte-toi au silence, au geste, à la peau, au bruit, au son, à ta température, à tes organes, au monde autour de toi, au monde à l'intérieur de toi. Et quand tu auras fait cette connexion, tu pourras déconnecter le corps, Kino, le corps, les corps. Tu vas donc être soumis à des exercices de corps. Plonge ta tête dans l'eau, regarde combien de temps tu y résistes, combien de temps tu respires, combien de temps tu appelles à nouveau la respiration. Marche, danse, laisse ce corps s'exprimer. Ressens le corps invisible, capte, ferme les yeux, deviens sourd, deviens aveugle, deviens muet et laisse les corps te parler. Si tu es admis, rentre, viens dans Tama'a. Tu as le droit à nouveau de te nourrir. Les 2 premières épreuves sont dans le jeûne, ou en tout cas dans la rétention, le don de son corps, qui fait penser au jeûne du Ramadan. La parcimonie, l'intégrité et l'humilité. Et quand tu rentres dans Tama'a, tu peux à nouveau nourrir ce phénois, ce corps, cette origine, ce tino, ce corps, cet être structuré par des muscles, par un estomac qui a besoin de manger. Tu vas aussi recevoir les premières nourritures célestes, les prières, les rituels, quelques mots-clés. Peut-être même les leçons de l'univers à travers l'enseignement des étoiles ou l'enseignement de la pirogue. Cela va dépendre. Tu vas aussi recevoir les rêves. Et après, là encore, si tu es apte, tu vas rentrer dans Upo. Upo qui est l'esprit. L'esprit d'illusion, celui qui va te montrer des portes que tu as besoin de déconstruire pour la reconnexion, que tu baptises les propres portes que tu vas ouvrir. Upo peut te donner l'accès à des sages qui vont te parler, te réciter les oreo, les lignées familiales, l'intergénérationnel, mais aussi les légendes, la connaissance des livres, la connaissance de l'expérience. Tu vas nourrir cet esprit et replacer le force du mental pour te réhabiliter dans ta propre structure, dans ton propre expérience. Pour terminer la construction de ton temple en 4 piliers et te remettre au centre, 5e pilier, le Tahua, qui va te dire quelle est ton âme, quel est ton potentiel, quelle est ta mission, ton être, ta guidance, ton voyage, ton étoile. Comment participes-tu à la grande naissance, à la grande connaissance, reconnaissance de l'univers? Prends le temps
de te connecter à cette essence d'amour. Ressens-la, magnifique-toi, magnifique. Élève ce mana qui est en toi et seul sait, seul toi sais, seul sait l'invisible ce que cela va donner, ce que cela va exprimer, ce que cela va guider. En tous les cas, je serai impatiente de le connaître, de le partager avec toi si tu le veux bien. Bon mana. Mana